Émilie et moi nous sommes d'abord rencontrés dans un bar où elle travaillait comme barmaid. Mes amis et moi fréquentions régulièrement ce bar, et dès le premier jour où j'ai vu Émilie, j'ai su que je l'appréciais. Elle avait un charme indéniable qui la distinguait de ses collègues. Pendant des semaines, j'ai continué à aller au bar sans dire quoi que ce soit à Émilie ou lui dire ce que je ressentais pour elle. Un soir, alors que nous étions au bar, Émilie servait une table à côté de nous quand un homme a fait des gestes gênants envers elle, la laissant embarrassée. Je me suis levé pour elle et demandé à l'homme de s'excuser auprès d'Émilie. Quelques autres personnes qui ont remarqué cela me rejoignaient pour réprimander cet homme. Bientôt, les agents de sécurité du bar sont intervenus et ont sorti cet homme du bar. Plus tard dans la soirée, Émilie et son patron sont venus à notre table avec un verre gratuit pour nous remercier. J'ai continué à fréquenter ce bar et nous sommes devenus amis. De simples amis de bar, je lui ai demandé de sortir avec moi et elle a accepté. Émilie et moi avons fini par sortir ensemble pendant 1 an avant de nous marier. Quelques mois avant notre mariage, j'ai décroché un meilleur travail pour Émilie. De cette façon, elle n'aurait plus à se rendre au bar. J'ai fait cela car, même lors de nos rendez-vous, je continuais à aller au bar avec elle et je détestais la façon dont elle était traitée par les autres hommes là-bas. Je n'étais pas à l'aise avec les hommes qui la dévisageaient et la reluquaient. Avec l'aide de quelques amis, j'ai réussi à lui trouver un emploi de serveuse dans un restaurant chic. Émilie ne pouvait pas obtenir un emploi bien rémunéré à cause de ses qualifications éducatives. Elle avait terminé l'école secondaire et avait essayé le collège communautaire pendant 1 an, mais elle n'a pas pu continuer car elle ne pouvait pas se payer ses études. Elle a donc dû faire une pause et travailler. De mon côté, je travaillais comme assistant enseignant à l'université où je faisais mon master. Comme j'aimais tellement Émilie, son parcours éducatif ne comptait pas pour moi. J'avais même secrètement mis de l'argent de côté pour ses études et j'avais prévu de le lui dire quand l'argent serait suffisant. Mis à part le fait qu'Émilie n'allait pas à l'université, elle était débrouillarde, travailleuse et ouverte d'esprit. Elle était toujours prête à essayer quelque chose qui lui apporterait de nouveaux résultats. Et elle était toujours désireuse d'apprendre. Son esprit ouvert et son envie d'apprendre quelque chose de nouveau étaient les attributs que j'aimais le plus chez elle. Durant les 2 premières années de notre mariage, nous étions heureux et nous apprécions énormément la compagnie de l'autre. Mais quelque chose me dérangeait de temps en temps. Au début de notre mariage, cela ne me préoccupait pas. Mais après 3 ans, on n'arrivait pas à concevoir, je suis devenu très préoccupé. Lorsque nous sortions ensemble, Émilie et moi avons parlé du nombre d'enfants que nous voulions et nous avions même leur nom à l'avance. Nous étions tous les deux d'accord pour avoir 2 enfants. Et peu importait que ce soit 2 garçons, 2 filles, ou un garçon et une fille. Ce qui importait le plus, c'était que nous aurions le premier dans la première ou la 2e année de notre mariage, et nous aurions le 2e enfant quelques années après le premier. C'était un plan parfait et j'étais impatient de le réaliser. Je voulais une situation où mon premier enfant aurait au moins 14 ans lorsque je fêterais mes 50 ans, et le second enfant aurait soit 10 ans, soit 8 ans. Mais je commençais à m'inquiéter lorsque les 2 premières années de notre mariage se sont écoulées, et que nous approchions lentement de la fin de la 3e année sans qu'Émilie ne soit enceinte. Émilie savait que j'aimais les enfants et qu'elle était en accord avec le plan, mais parfois elle me donnait des signaux contradictoires sur le fait d'avoir un bébé. Nous avons effectué une série de tests, pris des médicaments et fait des tests de fertilité. Tous les tests ont confirmé que nous étions tous les 2 en bonne santé, mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Émilie n'arrivait pas à concevoir. Je ne pouvais même pas me fier aux résultats des tests d'un seul hôpital, donc nous avons fait les tests dans différents hôpitaux, et les résultats étaient tous les mêmes. Lorsque nous avons finalement atteint 3 ans de mariage sans avoir d'enfant, cela a commencé à me peser. J'avais été déçu tant de fois dans d'autres domaines de ma vie, et je ne pensais pas que je serais également déçu dans le domaine de la procréation. Au cours de la 3e année de notre mariage, le lien entre Émilie et moi commençait lentement à s'effacer. Nous ne passions plus de temps ensemble comme avant, et beaucoup de choses ont changé entre nous. Parfois, nous ne pouvions même pas avoir une longue conversation sans que je mentionne les choses que nous ferions ensemble une fois que nous aurions un enfant. Et c'était un gros tue-l'amour pour Émilie. Elle a commencé à se plaindre que j'étais plus préoccupé par l'avenir que par le fait de vivre dans le présent. Peu de temps après notre 3e anniversaire, j'ai réalisé à quel point nous étions devenus distants. J'ai promis à Émilie que nous redeviendrions le couple que nous étions, et que je ne me préoccuperais plus des enfants. Je ne voulais pas rater l'opportunité de grandir avec Émilie. Elle était heureuse et a expliqué que Dieu donne les enfants, et que lorsque notre heure viendra, il nous bénirait avec des enfants. Je savais qu'elle avait raison. En tant que chrétiens, nous croyons tous les 2 que Dieu est celui qui donne toutes les bonnes choses aux hommes,
y compris les enfants, et que lorsqu'il serait temps, il nous bénirait avec des enfants. Je me suis également dit à plusieurs reprises que le fait de ne pas avoir d'enfants ne signifiait pas qu'Émilie et moi n'étions pas complets. Et avec cette nouvelle conscience et mentalité, j'ai arrêté de m'inquiéter à propos des enfants. J'ai commencé à chercher de nouvelles façons d'égayer mon mariage et de profiter de la vie avec Émilie. Peu importait si nous avions des enfants à l'avenir ou non. J'ai même envisagé l'idée d'adopter un enfant plus tard si Émilie ne pouvait pas concevoir. Pendant ce temps, au bout de 3 ans de mariage, Émilie avait déjà entamé un programme de 4 ans à l'université. Elle était en première année, et je la soutenais financièrement avec l'argent que j'avais mis de côté. Elle s'en sortait bien et j'étais heureux qu'elle puisse enfin aller à l'université comme elle l'avait toujours souhaité. Au fil du temps, notre mariage a lentement repris son cours habituel. La seule différence était qu'Émilie et moi n'étions pas aussi proches qu'auparavant, car nous étions tous les deux très occupés. Si elle n'étudiait pas tard dans la nuit, elle rentrerait tard du travail, et j'étais également très occupé. Alors que le temps ralentissait, je savais qu'un moment viendrait où nous serions occupés et je n'en ai pas fait tout un plat. J'ai fait de mon mieux pour être un mari soutenant. Si je rentrais tôt à la maison, je préparais le dîner pour nous, je sortais les poubelles, je nettoyais la maison et faisais d'autres choses pour soulager son stress. Les week-ends, je la laissais se reposer et je nettoyais la maison, faisais les courses, la lessive et cuisinais. Puis, en soirée, nous sortions pour nous amuser ou conduire autour de la ville. Quelques mois après que j'ai arrêté de parler de bébés ou de les mentionner dans nos conversations, j'ai remarqué qu'Émilie continuait de prendre des rendez-vous avec son gynécologue. Elle lui rendait visite au moins une fois par semaine, ce qui était même plus qu'avant. Je voulais lui demander pourquoi, mais je savais pourquoi elle visitait son gynécologue, et il aurait été stupide et insensible de ma part de lui poser la question. Alors je n'ai pas demandé. Je pensais qu'elle voulait faire les choses à son rythme, et si elle continuait de voir son gynécologue, il n'y avait rien de mal à cela. En fait, j'étais impressionné qu'elle n'arrêtait pas de le voir simplement parce que nous avions arrêté de parler d'enfants. Cela a renforcé notre intimité. Au début de notre mariage, nous le faisions 2 ou 3 fois par semaine. Lorsque nos tentatives répétées de concevoir échouaient, nous passions toute une semaine sans le faire. Mais après qu'Émilie ait pris son gynécologue plus au sérieux, elle nous obligeait à le faire au moins 1 ou 2 fois par semaine, et c'était principalement les jours où elle revenait de ses rendez-vous. Chaque fois qu'elle faisait cela, j'étais toujours heureux parce que je croyais que son gynécologue lui avait conseillé de venir me voir, ou peut-être qu'elle essayait de tester quelque chose. Pour une fois, je ne l'ai jamais remise en question. J'étais disponible pour elle chaque fois qu'elle en avait envie. Mis à part moi qui pensais qu'Émilie voulait que nous ayons des bébés, l'augmentation de notre intimité nous a aidés à nous rapprocher davantage et notre relation s'est améliorée. Pendant des mois, les choses ont continué ainsi. De plus nous devenions intimes, plus mes espoirs d'avoir un enfant augmentaient, bien que je ne lui en ai jamais parlé. J'espérais qu'un jour, elle viendrait avec excitation me dire qu'elle était enceinte, mais cela ne s'est jamais produit. Je suis également heureux que cela ne se soit jamais produit. Si je n'avais pas découvert la vérité juste à temps, j'élèverais maintenant l'enfant d'un autre homme. Tout au long des mois où Émilie allait chez son gynécologue, je n'ai jamais su qu'elle me trompait et avait une liaison avec le même gynécologue que je respectais. Il avait la quarantaine, et je pensais même lui rendre visite pour le remercier d'avoir constamment soutenu Émilie. Il avait été recommandé par l'une de ses tantes, qui n'avait pas pu concevoir pendant des années. Mais grâce à l'aide du gynécologue, elle a finalement conçu et donné naissance à un enfant. Il y a 2 semaines, j'ai découvert quelque chose de suspect. Je me trouvais dans la chambre, luttant pour dormir ce soir-là. Ce jour-là, j'étais tellement épuisé d'avoir travaillé toute la journée, que je n'étais même pas capable de préparer le dîner ou de faire ce que je faisais habituellement. Je suis donc allé directement dans notre chambre, j'ai enlevé mes vêtements et mes chaussures, et je me suis jeté au lit. Avant qu'Émilie ne rentre à la maison, je m'étais déjà endormi. Cependant, le bruit de sa voiture en entrant dans l'allée m'a réveillé. J'étais parfaitement réveillé car je suis un dormeur très léger, mais mes yeux étaient toujours fermés lorsqu'Émilie est entrée dans la pièce. Je suppose qu'elle pensait que je dormais, alors elle a continué à marmonner au téléphone, et en raccrochant elle a dit « Je t'aime, à demain après le travail ». Je suis resté figé au lit et me suis demandé à qui elle parlait. Je savais que ce n'était pas un de ses frères et sœurs, ni ses parents, car Émilie n'exprime pas ses émotions de cette manière. Je suis resté au lit pendant qu'elle allait préparer quelque chose à manger. Et environ 35 minutes plus tard, je suis sorti de la chambre en faisant semblant de me réveiller. Je savais qu'Émilie était intelligente, alors je suis resté longtemps dans la pièce pour qu'elle ne pense pas ou ne soupçonne pas que j'avais entendu sa conversation.
J'avais l'intention d'attendre qu'elle s'endorme pour ensuite accéder à son téléphone et voir avec qui elle parlait. Honnêtement, peu importe si elle parlait à sa meilleure amie ou à une autre femme. Je voulais être sûr qu'elle ne me trompait pas ou qu'elle ne faisait rien dans mon dos. Plus tard dans la nuit, après qu'Emily se soit endormie et ronflé, j'ai accédé à son téléphone. Le dernier numéro qu'elle avait appelé était celui de son gynécologue. Je ne voulais pas y croire quand je l'ai vu, alors j'ai parcouru ses messages textes et son chat WhatsApp. Elle n'était pas une personne qui utilisait beaucoup les réseaux sociaux et à part LinkedIn, elle construisait une marque professionnelle. La seule application de réseaux sociaux qu'elle avait était WhatsApp. En parcourant son WhatsApp, j'ai remarqué qu'elle chattait plus avec son gynécologue qu'avec moi. En fait, nous discutions à peine. Notre conversation sur WhatsApp était remplie de différentes listes de courses. Nous l'utilisions pour énumérer les articles dont nous avions besoin à la maison, afin que l'un ou l'autre d'entre nous puisse les acheter sur le chemin du retour. J'ai parcouru leur conversation depuis le début pour voir l'évolution de leur relation. Je suis même allé dans le salon pour relire les messages. Je ne pouvais toujours pas croire qu'Emily m'avait trompé pendant presque 7 mois. Je ne savais même pas quoi faire ou dire. J'étais tellement en colère contre Emily pour avoir gâché tout ce pour quoi nous avions travaillé. Elle n'avait même pas peur que je puisse arrêter de financer ses études à cause de son infidélité. Lorsque j'ai fini de pleurer et de laver mes yeux rouges et gonflés, j'ai pris des captures d'écran de leur conversation depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble et je les ai envoyées à mon téléphone. Puis, j'ai effacé toute trace qui montrait que j'avais touché son téléphone. J'ai passé le reste de la nuit à lire d'innombrables histoires de la communauté Reddit qui avait rencontré des situations similaires. Le matin suivant, lorsqu'elle s'est réveillée, elle m'a demandé pourquoi mes yeux étaient si gonflés. Je lui ai dit que j'avais regardé un film très émouvant toute la nuit et que j'avais fini par pleurer. Elle a simplement ri de moi et n'a rien dit de plus. Elle ne savait pas que je savais, et je n'ai pas agi comme si quelque chose d'autre n'allait pas. Même avec tout ce que j'avais vu sur son téléphone, je voulais encore voir de mes propres yeux qu'Emily me trompait avec son gynécologue. Alors, ce soir-là, j'ai quitté le travail plus tôt, conduit jusqu'au restaurant chic où elle travaillait et me suis garé 2 maisons plus loin du restaurant. Je savais qu'elle n'avait pas de cours ce jour-là car elle me l'avait dit avant de quitter la maison le matin. Vers 19 h, Emily a terminé son service, et j'ai regardé alors qu'elle sortait du restaurant et montait dans sa voiture. Elle est partie immédiatement, et j'ai filé derrière elle jusqu'à l'hôpital. J'ai attendu qu'elle se gare sur le parking de l'hôpital et entré dans le bâtiment. Une fois qu'elle était à l'intérieur, j'ai moi aussi garé ma voiture et j'ai attendu quelques minutes avant d'entrer à l'hôpital. Il s'est avéré qu'elle avait un rendez-vous prévu avec son gynécologue. J'ai dû dire à la réceptionniste que j'étais le mari d'Emily. J'ai menti en disant qu'elle avait laissé son téléphone dans la voiture et que je voulais le lui remettre avant de partir. C'était le seul mensonge intelligent et crédible auquel j'ai pu penser, alors la réceptionniste m'a indiqué le bureau du gynécologue, et en un rien de temps, j'étais sur place. Je savais ce qui se passait entre Emily et son gynécologue, et je savais que notre mariage ne serait plus jamais le même après ce jour-là. Alors, avant de les surprendre avec audace, j'ai activé l'enregistreur vidéo de mon téléphone, et sans faire de bruit ni frapper, j'ai ouvert la porte et je suis entré. Comme je m'y attendais, Emily était allongée sur l'une de ces longues chaises qui avaient été inclinées, et elle et son gynécologue étaient en pleine action pendant les heures de service de l'hôpital. J'ai pris soin de l'enregistrer afin qu'elle ou le juge ne rejette pas mon cas, invoquant qu'il s'agissait d'un examen ou quelque chose du genre car un gynécologue a accès aux parties intimes. Dès que j'ai ouvert la porte, Emily a vu que c'était moi. Son visage est devenu pâle, et elle a repoussé le gynécologue. Le gynécologue était à la fois effrayé et confus, et quand Emily lui a dit que j'étais son mari, il est resté figé. Je n'ai pas fait de scène ni hurlé. Je suis resté à l'entrée de son bureau, j'ai enregistré la vidéo, puis je suis parti. Leur réaction a confirmé qu'il n'y avait pas d'examen en cours, mais une affaire ignoble. Emily a couru après moi à moitié nue. Quand je suis entré dans l'ascenseur, qui m'emmenait au rez-de-chaussée, elle est restée là et m'a supplié de l'écouter. Sa voix était si forte que les gens commençaient déjà à sortir de leur chambre et de leur bureau pour voir ce qui se passait. J'ai dû feindre un sourire envers la secrétaire en sortant, et j'ai pris le volant pour rentrer chez moi. Arrivé à la maison, je lui ai envoyé un message lui disant de ne pas se donner la peine de rentrer, et c'était tout. J'ai changé les serrures de ma maison. Depuis 2 semaines, Emily n'est pas rentrée à la maison, mais elle m'a harcelé d'appels et de messages sur mon téléphone. J'ai fait cela parce que je voulais faire le vide dans ma tête. Hormis ce post ici, je n'ai parlé à personne de son infidélité, et cela me ronge de l'intérieur.
J'ai décidé que je ne voulais plus de notre mariage, mais avant de divorcer, je veux la punir et lui faire ressentir la peine qu'elle m'a infligée. Je suis tellement perdu en ce moment, et je ne sais pas quoi faire. Toute suggestion serait appréciée. Mise à jour 1. Bonjour à tous. Merci pour vos commentaires et pour vos suggestions. Je suis toujours choqué qu'Émilie ait pu me faire cela après tout ce que j'ai fait pour elle. Émilie a toujours été ma priorité et j'ai placé ses besoins avant les miens. J'aurais dû suivre tant de cours coûteux pour m'améliorer, mais je ne les ai pas pris car je voulais qu'Émilie aille à l'université. J'ai tout mis dans mes économies pour la sponsoriser. Je suis toujours profondément blessé et je ne pense pas que je surmonterai jamais la douleur qu'elle m'a infligée. Quelqu'un a donc commenté ici que je devrais un peu jouer avec elle et la faire s'humilier publiquement avant de lui servir les papiers du divorce. Je pense que c'est la meilleure chose à faire et j'ai également décidé de retirer tout mon soutien à son éducation. Si elle le souhaite, elle peut continuer l'université avec ses maigres gains. Ce n'est plus mon problème désormais. Il y a 3 jours, j'ai répondu à l'appel d'Émilie après des semaines sans lui parler. Quand je l'ai fait, elle a commencé à pleurer au téléphone et m'a supplié de la laisser au moins rentrer à la maison pour que nous puissions parler. Je savais qu'elle demanderait cela, alors je lui ai dit de passer. Elle est arrivée 15 minutes après la fin de notre appel et je lui ai ouvert. Je ne voulais pas qu'elle pense que je faisais semblant. Donc j'ai exprimé calmement ma déception et mes sentiments, et elle s'est mise à genoux pour me présenter ses excuses. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui lui avait pris et que cela ne se reproduirait plus jamais. Elle a même promis de ne plus voir de gynécologue seul si je lui donnais une seconde chance. Elle a dit que le gynécologue l'avait manipulée en lui disant que j'étais impuissant et qu'elle devait recourir à son aide pour tomber enceinte. J'ai demandé pourquoi elle n'avait pas discuté de cela avec moi lorsque l'idée a été implantée pour la première fois dans son esprit par le gynécologue. Elle a dit que le médecin lui avait conseillé de ne pas me le dire car cela blesserait mon ego masculin. Une partie de moi voulait la croire, mais je savais aussi qu'elle n'était pas assez naïve pour tomber dans un piège comme celui-ci. Je l'avoue, j'ai pleuré à nouveau ce jour-là, l'avoir a ravivé la douleur que j'ai ressentie le jour où je l'ai surprise sur le fait. Après qu'elle ait supplié pour obtenir le pardon, je lui ai dit que je ne la pardonnerais et ne la reprendrais que si elle confessait sa tromperie à nos 2 parents et comment je l'ai surprise. Lorsqu'elle a entendu cela, elle a marqué une pause, m'a regardé pendant un moment, puis s'est remise à pleurer. Elle a demandé s'il n'y avait pas d'autre moyen, et je lui ai répondu que c'était l'unique solution. Je pensais qu'elle dirait non, mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit qu'elle ferait tout pour restaurer la relation. Nous avons choisi une date pour aller dîner chez ses parents et chez les miens. Après cela, nous réunirons tous ses amis importants et elle leur dira elle-même quelle femme horrible elle a été. C'est la meilleure façon de la punir pour ce qu'elle m'a fait. Je ferai une autre mise à jour prochainement, et j'ai hâte de voir l'expression sur son visage quand je lui servirai les papiers du divorce. J'ai déjà contacté un avocat, et il est en train de les traiter. Mise à jour 2. Bonjour tout le monde. Donc, j'aimerais annoncer qu'Émilie a fait tout ce que nous avions convenu. Mais avant de vous dire comment cela s'est passé, Émilie et moi sommes officiellement divorcés. Oui, j'ai suivi le plan, et elle a eu ce qu'elle méritait. Alors pour ce qui est d'Émilie confessant ouvertement à tout le monde, nous avons d'abord été chez ses parents pour dîner. Ils étaient si heureux de nous recevoir, mais pouvaient également sentir que quelque chose n'allait pas chez Émilie. Sans blague, elle avait l'air misérable, et quiconque la voyait pouvait facilement dire que tout n'allait pas bien. Alors que nous étions en plein milieu du dîner, Émilie a annoncé à ses parents et à ses frères et sœurs qui étaient à la maison qu'elle voulait leur dire quelque chose, et tout le monde est devenu alerte. Soudain, elle a commencé à pleurer, et d'une voix larmoyante, elle a dit à ses parents qu'elle me trompait avec son gynécologue, et que je l'avais surprise. Ses parents et frères et sœurs ont été choqués quand elle a dit cela et se sont presque étouffés. Ils se sont tous tournés vers moi, mais j'ai gardé un visage impassible et j'ai continué à manger. Son père a été le seul à lui crier dessus, et le reste de la famille n'a pas pu prononcer un mot. Plus son père lui criait dessus, plus elle pleurait, et une fois que j'ai fini de manger, nous sommes partis ensemble. Personne n'a dit un mot. C'était si gênant. Je suis sûr que ses parents étaient choqués de nous voir arriver et partir ensemble. Le lendemain, nous sommes allés chez mes parents et Émilie leur a dit la même chose. Mes parents n'ont pas pu le croire. Ils connaissaient Émilie comme étant calme et réservée, et elle ne semblait pas être quelqu'un qui pourrait faire une telle chose. Ils étaient si déçus, mais ils m'ont laissé la décision. Après avoir rencontré nos parents à tous les deux, j'étais satisfait des résultats. Je savais que ses parents étaient déçus d'elle. Le regard sur leur visage et leur expression le disaient. Alors que je rentrais de chez mes parents,
je l'ai déposée à l'hôtel où elle séjournait après avoir découvert qu'elle était une trompeuse. Elle s'attendait à ce que je la ramène à la maison, comme elle avait fait tout ce qu'on lui avait dit. Je lui ai demandé de rentrer chez elle le lendemain matin. Quand elle est venue à la maison le jour suivant, elle a trouvé ses affaires soigneusement emballées sur le porche de la maison. Elle était choquée car elle s'attendait à ce que nous reprenions notre vie. Pauvre chose. Quand elle est entrée, je lui ai remis les papiers du divorce. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit que c'était fini entre nous et que je voulais seulement lui donner une leçon. À ce moment-là, elle a pété un câble et a commencé à me crier dessus pour avoir ruiné sa vie. Elle a même prétendu me rendre service en couchant avec son gynécologue parce qu'elle savait que j'étais impuissant et incapable de faire des bébés. La blague était à ses dépens parce que je n'étais pas impuissant. Malgré elle, je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas encore enceinte puisqu'elle était si fertile, et cela l'a touchée. Elle était tellement furieuse qu'elle a commencé à me lancer des objets. En colère, je l'ai mise à la porte de ma maison, et nous avons officiellement divorcé une semaine plus tard. Quant au gynécologue qui a couché avec Émilie, j'ai envoyé les captures d'écran et la vidéo que j'avais enregistrée à l'autorité hospitalière. J'ai même posté cela sur les réseaux sociaux, en mentionnant le nom du médecin et de l'hôpital. Ça n'a pas bien tourné pour l'administration de l'hôpital. Il a été suspendu pour avoir couché avec une patiente pendant les heures d'ouverture de l'hôpital. Émilie ne pouvait même pas retourner vers lui parce que son mariage et sa carrière étaient ruinés à cause d'elle. Je me sens maintenant épanoui, et je ne peux pas assez vous remercier pour vos suggestions. Merci encore une fois. On dirait qu'ils ont tous deux eu ce qu'ils méritaient. Qu'en pensez-vous ? Merci de vous être joints à nous dans Histoire sans filtre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt.